Bonsoir à tous. Moi, je suis donc le docteur Benjamin Vieux, coprésident d'ARIA Digital avec Mélilia Tabia, dont font partie aussi en tant que membre du comité, donc Maxime Ducret qui aura la lourde tâche de modérer ce webinaire, et Jean-Pierre Moiroux, et je crois que j'ai vu aussi Thomas Fortin connecté, ainsi que Jacques Marsat. Voilà. Donc on est tous heureux de vous accueillir pour ce nouveau webinaire ARIA. Te remercie, Eric, de prendre le temps ce soir de nous présenter ta présentation dont le sujet est tout à fait intéressant. Et nous aurons donc tous plaisir à t'écouter. Pour les internautes qui découvriraient ARIA ce soir, donc ARIA est une Hmm. association avec un recul de 20 ans sur la dentisterie numérique et la CFAO, qui organise tous les 2 ans, pardon, un congrès sur la ville de Lyon qui a pour but de réunir tous les acteurs, on va dire, du milieu dentaire qui souhaiteraient s'initier ou partager leurs compétences autour de la dentisterie numérique. Pour l'année 2024, le congrès aura lieu sur le site d'Eurexpo à Lyon du jeudi 3 au samedi 5 octobre 2024. Et je pense que vous verrez passer tout un tas d'informations, si ce n'est pas déjà le cas, à ce sujet sur les réseaux. Voilà. Je ne m'éternise pas plus. Je vais laisser la parole à Mélilia, qui est ma coprésidente au sein de l'association Ariad Digital. Mélilia, je te laisse la parole. Merci beaucoup Benjamin. Bonjour à toutes et à tous, ou plutôt bonsoir, au vu de l'heure. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et je suis tout particulièrement heureuse aussi de vous présenter Eric Berger qui sera avec nous pour cette conférence. Eric est un grand prothésentaire chez qui j'ai eu le plaisir d'apprendre, pendant, mon enseignement de prothésiste. Il est, le fondateur et le directeur de Dental Technique Berger, un laboratoire situé à Metz. Il est aussi, formateur et conférencier international. Il est engagé dans une qualité et l'esthétique ainsi que la personnalisation des travaux en prothèse dentaire. Donc aujourd'hui, il va vous présenter une, conférence justement dédiée à la prothèse dentaire 2.0 et Eric, je te laisse la main. Bien, merci à Aria Digital pour cette invitation. Merci Mélilia, et merci tous les protagonismes d'Aria Digital pour la qualité et le dynamisme de cette intervention. Alors bon, je vais essayer d'être le plus rapide possible parce que malgré tout, 45 minutes, c'est très court, mais je vais essayer de vous montrer un tout petit peu mon univers. Et à partir de là, donc les univers parallèles qui se glissent à travers donc tout le CAD-CAM et surtout les déclinaisons d'interaction entre le cabinet et le laboratoire. Ça va passer des smile designers jusqu'aux planifications implantaires. Enfin, on va avoir un éventail assez large sur ces 45 minutes. Et puis, je serai à votre disposition, bien entendu, pour toutes les questions, avant ou après, en fonction de la pertinence qu'on va pouvoir avoir. Donc voilà, c'est le sourire du futur. C'est-à-dire qu'en fait, on a maintenant tous conscience du CAD-CAM. On comprend parfaitement les mécanismes d'utilisation et d'optimisation pour produire plus biocompatible avec des nouveaux matériaux en impression, en usinage. Après, quel est l'univers qu'on peut créer pour optimiser la qualité de travail? Et c'est un petit peu ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc voilà, je suis installé sur Metz. J'ai refait un laboratoire donc, il y a 15 ans. J'étais donc depuis 30 ans, même un peu plus, installé sur Metz. Et j'ai fait un laboratoire qui a été positionné sur le numérique, c'est-à-dire effectivement une salle à plate très réduite, de la moquette. En fait, ce qui m'a passionné dès le départ, c'était la caméra intrabuccale. J'ai eu la chance d'être partenaire avec la société Vita Fabrique, je le suis toujours, et qui proposait des blocs pour alimenter des machines de fabrication. Il se trouvait que c'était les machines Sirona. C'est comme ça que j'ai été impliqué dès le départ des process numériques avec ces deux sociétés. Et c'est pour ça que je suis conférencier, notamment pour ces deux sociétés depuis 15 à 18 ans pour l'une et puis un peu plus d'ailleurs pour Vita.
Donc voilà, le but du laboratoire, c'était de digitaliser au maximum, mais ne pas renier le passé, c'est-à-dire ne pas renier la qualité de travail qu'on avait avec le conventionnel. Et c'est au contraire d'essayer d'allier les deux pour avoir une pertinence esthétique. Pour cela, pour m'aider, effectivement, les machines étaient présentes, mais la caméra intrabuccale, c'est le premier outil pour l'intégration numérique complète, c'est-à-dire l'utilisation dans un univers numérique. Et puis après, bien entendu, la main de l'homme va peaufiner cet univers-là. Donc, c'est ma démarche. On a maintenant, au niveau des caméras numériques, une belle panoplie et une belle maturité qui permet à la fois de trouver des produits compétitifs en coût, mais aussi en termes de qualité et de précision d'acquisition. Donc voilà, là, on est super mature, tout le monde a compris. Moi, je travaille à 95% avec la caméra intrabuccale dans mes réalisations. Le reste, bah, c'est parce qu'on a encore quelques quotients qui nous l'interdisent. Mais par contre, voilà, on est lancé dessus. Et c'est vrai que ben, j'ai pris le train tout au début du démarrage dans la première station. Voilà, on va voir tout de suite ce fameux protocole POP, qui est donc un protocole de personnalisation à travers les outils numériques, donc Personal Oral Protocol. Et pour ça, eh ben, il y a 3 secteurs de travail, la chronologie de travail. Ça sera d'abord les simulations virtuelles, c'est-à-dire des Smile Designers, 2D, 3D, l'interprétation 4D aussi. Après cette simulation-là, on va arriver sur le physique. Le physique, bah, c'est les mock-ups. Et tout ça, ça va nous alimenter et nous servir après à avoir des aides de préparation. Des aides de préparation pour des guides implantaires, ça on en a tous conscience, on sait bien ce process et pourquoi ça nous aide tellement dans l'implantologie, mais aussi pour des projets plus esthétiques tels que l'équilibration gingivale ou les guides de taille pour des préparations. Si on a besoin de préparer, on va savoir les bonnes épaisseurs qu'il va falloir faire et où est-ce qu'il va falloir préparer. Et puis la finalité, c'est donc l'individualisation esthétique. Elle a objet la couleur. La couleur, c'est l'utilisation de spectrophotomètres notamment, et l'intégration naturelle, c'est-à-dire l'utilisation de la photo pour pouvoir regarder la microsurface, pour voir la colorimétrie aussi, et en fait toutes les individualisations de surface et de brillance de la dent. Donc voilà, ça c'est l'univers tel qu'il est là. Et pour se faire aider, eh ben, on va prendre des outils. Donc les outils de communication, on en a déjà dit, c'est la caméra intrabuccale, c'est un appareil photographique où on verra d'autres possibilités. C'est un logiciel ou plusieurs logiciels de traitement de design 2D, de design 2D, 3D, on l'abordera, c'est-à-dire l'accumulation des deux, en fait, pour l'élaboration d'un waxing et d'un mock-up, c'est indispensable. Est-ce qu'on a la possibilité de le faire en un seul jet? Et puis, on peut, bien entendu, rajouter, en fonction des cas, le cone beam, qui va donner une intégration plus large, et notamment dans le cas implantaire, là, c'est indispensable. Et puis, en finale, ben, on est dans la réalisation, la fabrication. Et là, on a deux possibilités maintenant, de plus en plus apparentes, c'est-à-dire la soustraction, l'usinage, ou l'addition, et c'est les imprimantes 3D qui nous le permettent. Donc, on va aborder vraiment très, très rapidement tous ces secteurs-là et essayer de comprendre, mais aussi les outils de communication. Et en finale, donc, on abordera les communications du futur, ou en tous les cas, ce qui est déjà plus ou moins prêt et vers où on va, en fait, et quel sera notre prochain très proche futur 2.0. Donc, la communication cabinet, eh bien, elle se fait par l'acquisition. On a la possibilité de checker, bien entendu, l'empreinte et la qualité de l'empreinte. Donc, ça, c'est le gros intérêt de l'empreinte numérique. Et puis, on a ce fameux portail qui va permettre de transmettre dans un laboratoire ou dans un centre de fabrication. Et ce portail a la particularité maintenant d'être au moins bidirectionnel, c'est-à-dire d'avoir la possibilité de faire un échange de va-et-vient entre le cabinet et le laboratoire. Et ça, on va voir par la suite que c'est essentiel. En fait, si on n'a qu'un seul accès, on envoie. On est vraiment dans du numérique, on va dire, traditionnel.
je fais une empreinte numérique, je l'envoie au cabinet, au laboratoire, pardon, et au laboratoire, il fabrique et il me le retourne. Là, c'est ce que je veux à tout prix éviter dans cette démarche, et au contraire, avoir un échange pour préparer le terrain et arriver à une qualité à la fois esthétique et même technique supérieure. Après, au laboratoire, ces fameux fichiers STL, je répète juste peut-être des choses qui sont déjà complètement acquis, mais en tous les cas, le standard Utilization Language, qui est le format qui permet de transmettre des informations d'une machine avec un langage à une autre machine ou à un logiciel avec un autre langage. Voilà. Donc ça, c'est le process, on va dire, que j'appelle maintenant conventionnel, parce que bon, on a maintenant beaucoup de portails qui fonctionnent comme ça. Dans ce portail, ce qui est important, c'est d'avoir la possibilité d'avoir de conversion des formats et donc ne pas rester stagné sur le fichier STL qui, pour moi, est presque devenu obsolète parce qu'on a effectivement d'autres fichiers qui sont soit les fichiers natifs qui vont pouvoir être intégrables dans les logiciels. On en parle de Dental Project, par exemple, ou de fichiers Exocad, ou alors des fichiers plus sophistiqués qui sont par exemple les fichiers PLY ou d'autres. En fait, le but, c'est d'essayer de capter un maximum d'informations et le fichier STL ne nous donne que l'enveloppe externe et l'enveloppe interne d'une surface. Donc, c'est pour moi insuffisant et on va de plus en plus aller vers des fichiers qui vont permettre d'avoir les limites cervicales, d'avoir en fait des informations qui ont été déjà euh, au cabinet démarqué, parce que c'est vraiment plus évident que le praticien fasse sa limite cervicale plutôt que ce soit le prothésiste qui fasse la même recherche qu'en conventionnel, en fait, alors que là, c'est très simple d'avoir cette interaction directement. Les matériaux, c'est juste important parce que les matériaux numériques ne sont pas les matériaux conventionnels et qu'il faut savoir jouer avec pour pouvoir à la fois avoir un domaine de plage plus ou moins esthétique avec des degrés d'absorption lumineuse et de réflexion lumineuse intéressantes, mais aussi technique, c'est-à-dire le cahier des charges, les modules d'élasticité, et puis on va pouvoir réserver pour certains matériaux les unitaires, antérieurs, facettes, et puis passer après 3 éléments et plus encore avec les qualités, les propriétés mécaniques de ces matériaux. Donc, il faut en avoir connaissance pour pouvoir choisir. C'est-à-dire qu'on ne va pas, dès le départ, déterminer un matériau pour faire, et après, on regarde quel type de travail on fait. Ça rentre, ça fait partie de l'analyse, en fait, et on va se dire, par exemple, pour les facettes, dans ce cas-là, on va plutôt prendre un matériau qui va avoir une absorption lumineuse pour essayer de reproduire au maximum l'émail, parce que bon, tout est bien, on a la couleur qu'on a en sous-jacent qui est bonne, en fait, voilà, on va travailler avec un matériau qui a une belle transparence. Si c'est l'inverse, on va choisir un autre matériau qui nous donnera d'autres possibilités. Donc ça, c'est aussi très important. Le 4CAM, c'est ça. Alors, si on veut résumer, là, c'est une étude de Vanip Kaufmann qui a été faite en Suisse, donc sur les différents matériaux, les degrés d'absorption et de réflexion, et aussi les fluorescences qui ont aussi une importance. On sait notamment la basse et très basse fluorescence des zircones ou zirconia. Et ça, bon, c'est des choses pour des travaux full zircone qu'il faut avoir en connaissance. Donc, une fois qu'on a fait ça, on parle de transparence du matériau et après, on parle de la colle aussi, de l'adhésif et puis de la transparence ou non. Dans un projet optimal, la colle est transparente. Et quand on n'a pas cette satisfaction entre l'épaisseur du matériau et la couleur du moignon ou de la préparation, on va aller sur des colles de plus en plus opaques, en fait, et puis même quitte à relever la teinte avec des colles bleach. Mais c'est plutôt transparence au départ, et après, on va aller vers de l'opacité. Voilà, ça, c'est la couleur du moignon, la couleur de la préparation. À partir de là, ces clichés-là nous permettent de déterminer comment on va restituer une teinte avec quel matériau. Donc voilà, c'est un environnement sain qui nous permet déjà de travailler dans l'esthétique uniquement par la réflexion. Et ça, c'est les photos, bien entendu, c'est la photographie qui nous le donne.
en finale la photographie, parce que l'empreinte va nous révéler ça, mais la photo va nous révéler les microsurfaces, c'est-à-dire la croissance de la dent, et puis son abrasion, son érosion, et son degré de brillance. Donc tout ça, on va pouvoir le récupérer à travers une photo faite d'un appareil photo ou d'un smartphone. On fait donc une photographie, et là, c'est comme je l'ai dit, donc soit d'une caméra digitale. Pour moi, je préfère ça, bien entendu, parce qu'on a beaucoup plus de pertinence, mais c'est vrai que c'est un outil qui est coûteux. Il faut s'équiper en macro-objectif, et puis après, il faut un peu maîtriser ça. On peut utiliser les smartphones. Maintenant, je le dis, alors qu'il y a quelques années, je m'y refusais. Maintenant, on peut utiliser les smartphones. On verra un cas par la suite là-dessus. Et puis, ça nous permettra, bien entendu, de faciliter les échanges, parce qu'avec un smartphone, c'est relativement facile de transférer les photos. La caméra intraorale, bien entendu, et puis son degré de pertinence, qui nous permet après de sélectionner du plural implantaire ou autre encore. Le scan, donc, et puis ces traitements de design, alors ça va être la pierre angulaire. On voulait faire d'ailleurs au départ une conférence sur le smile design. Ça reste cet élément essentiel parce que c'est celui qui va nous permettre d'interpréter le cas, de voir si on a des réponses déjà esthétiques, et puis de voir si on peut avoir un déroulé clinique en fait sur le projet esthétique qu'on donne. Donc c'est pour moi l'élément essentiel de la réflexion, et on verra des smile designers très succincts qui, pour moi, n'ont pas de réalité, c'est-à-dire qu'on donne un projet, mais c'est juste beau, mais ça n'a aucune valeur, c'est-à-dire qu'on n'a pas la faisabilité du travail, et puis des smile designers 2D, déjà plus calibrés, et 2D, 3D, en finale, où là, on est carrément sur la réalisation du mock-up en même temps que le smile design 2D. Et pour moi, c'est ça la vraie cohérence. Voilà. Et puis la manufacturation par imprimante ou par usinage. Voilà. Et donc pour ça, moi j'ai mis en place quelques outils de communication déjà très simples, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il nous faut en information primaire pour pouvoir réaliser un projet esthétique à travers le digital. Donc on retrouve donc des photos de face, de profil, avec écarteur ou non. On retrouve une photo de la prise de teinte avec filtre polarisant ou non, un outil de spectrophotométrie, et puis après des mesures de calibrage. Et ça va dépendre un tout petit peu de ce qu'on va implémenter, si on implémente un cone beam, un scan facial. Enfin, voilà. On va le voir juste après, de toutes les façons. Et puis, cette analyse qui est en fait une analyse qui n'est pas exhaustive, on peut aller beaucoup plus loin là-dedans, c'est basé sur l'aspect sommaire de Fradiani notamment, hein, dans lesquels on voit le macro-esthétique, la micro-esthétique. Voilà. Donc là, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais sachez que ces éléments-là, par le moment où on va les cocher, on va déjà impliquer un raisonnement pour solutionner, par exemple, une abrasion ou une érosion. Des facettes en érosion, c'est simple, on va juste restituer la forme. En abrasion, on a déjà des mouvements des dents, et donc déjà les festons gingivaux, ils sont plus symétriques, et ça devient déjà beaucoup plus complexe, donc il faut avoir une autre approche. Voilà. Et la ligne de sourire des corridors, voilà. Est-ce qu'on augmente la dimension verticale? C'est des choses élémentaires, mais là au moins, on va, par le protocole, les lister et en oublier aucune, en fait, par rapport à des cas plus ou moins complexes. L'usinage, donc c'est pareil, l'usinage et les matériaux, c'est-à-dire possibilité d'usiner à sec certains matériaux, en humide, en grattage, en fraisage, en coupe, et puis en perçage, notamment pour des travaux implantaires. Et puis l'impression, donc moi depuis quelques années, c'est-à-dire 4-5 ans, je me suis vraiment tourné sur l'impression, parce que pour moi c'est l'élément qui sera l'élément futur. Et dans l'impression, deux procédés, moi j'en ai conservé deux, c'est la stérolithographie, c'est-à-dire la position avec un laser, et puis les procédés DPL, qui sont des phénomènes de flashage en fait. Elles ont chacun leur utilité.
intensité, des précisions différentes. Et en fait, ben, c'est pareil. On ne peut pas dire il y a une seule imprimante pour faire tout. Malheureusement, il faut là aussi pouvoir sélectionner les imprimantes et les types de résine en fonction de la pertinence du travail. La finalité numérique, c'est de pouvoir construire un élément avec un matériau, ici c'est du zirconia, et puis d'avoir aucune imposition au départ de stratification. Alors moi, ce n'est pas le cahier des charges, mais en tous les cas, c'est ce qu'on a et c'est ce qu'on arrive maintenant à résoudre avec un protocole bien calé, protocole technique à l'intérieur du cabinet et du laboratoire. Et puis à partir de là, on arrive à des résultats qui sont quand même très intéressants, qui sont au-dessus de la moyenne conventionnelle en tous les cas. Donc ça a le mérite d'exister. Et c'est le full matériaux est quelque chose d'intéressant. On va arriver sur des full matériaux certainement aussi dans l'impression. Voilà, tout ça se met en place tout doucement. Donc pour moi, l'élément essentiel qui va fédérer et puis qui va surtout ajouter de la qualité, c'est l'étude primordiale, c'est-à-dire le Smile Designer. Ça nous permet d'écouter, de partager entre le cabinet et le laboratoire, mais aussi avec le patient. Donc, la première action du Smile Designer, qui est la plus évidente, c'est le projet prothétique pour un travail implantaire. Donc, on fait un projet prothétique de waxing et à partir de là, on va intégrer, par mesure de points, on va intégrer ce waxing à l'intérieur du cône BIM et ça va permettre une planification implantaire qui va être faite avec, bien entendu, tout l'aspect clinique et le positionnement de l'os, qui est l'élément essentiel, bien entendu, mais aussi l'élément esthétique, et donc notamment sur les secteurs antérieurs, pour éviter, voir si l'on peut éviter un maximum de rétrapage d'axe, et donc pérenniser un peu plus peut-être notre travail. Voilà. Alors, c'est toujours des compromis, il n'y a pas de vérité, parce que chaque cas est unique, mais en tous les cas, voilà, ça nous donne des outils visuels pour pouvoir le réaliser. Et une fois que c'est calibré, eh ben, on va pouvoir utiliser et fabriquer des guides chirurgicaux qui va nous permettre donc d'être dans ce projet. Donc, on a vraiment une suite protocolaire. Et puis, ben, notamment avec la Société Nobel, vous avez le X-Guide, c'est-à-dire un pilotage qui se fait du fraisage avec des retours de force, en fait. Donc, encore un autre univers et qui nous permet aussi là d'affiner. Mais le projet esthétique, le waxing, il est toujours présent dans cette planification. Et ça change tout. Le nombre de travaux où il n'y a pas de planification et on voit qu'après, on doit rattraper la chose, alors que c'est tellement simple de pouvoir faire ces projets initiaux. Et puis, pour aller un peu plus loin, quand on parle notamment de prothèses pleurales implanto-portées, eh ben, l'équilibration nous paraît essentielle. Quand on parle de prothèses complètes, l'équilibration nous paraît essentielle. Pour ça, l'arc facial numérique est arrivé. Et donc, l'intégration cône BIM, arc facial et empreinte digitale est le bon protocole pour pouvoir avoir une prothèse unimaxillaire ou bimaxillaire équilibrée. Là, après, pour augmenter l'esthétique sur notamment des prothèses complètes, notamment le face scan, c'est-à-dire l'intégration 3D du visage par photo ou par procédé beaucoup plus complexe et vidéo, eh bien, à partir du moment où il est calibré, parce que ce qu'on recherche dans le face scan, c'est d'avoir cette distance entre les boîtiers condyliens, parce que c'est ce qui va nous permettre de synchroniser la face avec le cône BIM. Voilà. Donc ça, c'est l'élément essentiel. S'il y a une déformation, oubliez, ça ne sert à rien à ce moment-là. La déformation, elle est déjà loupée dans la dynamique, mais elle est en plus loupée dans l'esthétique. Hein. Donc, il faut malgré tout des outils assez cohérents pour pouvoir avoir ça. Donc, dans cette équilibration, on a des procédés donc maintenant optiques. Vous voyez que ça change du premier scan, j'ai perdu le terme, arc facial, voilà, numérique, qui ressemblait à un arc facial conventionnel. Là, maintenant, on est sur des projets optiques. Donc ça, c'est Cinematrix qui le propose. Et puis, un peu plus pointu, pour moi, bah, c'est la technique Mojo, dans laquelle on a vraiment une précision
On a de la chance, c'est une société française et en plus, elle est reconnue mondialement et c'est vraiment un élément très intéressant pour avoir une équilibration et arriver sur pratiquement un articulateur adaptable en mode numérique. Un peu plus loin, eh ben, c'est la réalité augmentée, c'est-à-dire la possibilité d'avoir nos modèles et puis de pouvoir visualiser ou montrer en visualisation aux patients. Ça, c'est l'étape qui arrive tout doucement et dans laquelle on peut intégrer effectivement l'implantologie et tout et avoir une vision. C'est quelque chose qui arrive. Pour l'instant, les casques sont encore assez gros. On n'a pas de pertinence. Les logiciels ne sont pas encore tout à fait à maturité, mais ça arrive. Ça arrive. Donc, quelque chose de simple, on arrive maintenant sur des cas. Donc, quelque chose de simple pour cette réalisation. Voilà, un projet esthétique fait sur une image 2D, donc une photo de face, donc sans déformation. C'est là que les smartphones peuvent avoir une limite. Et donc, on fait un projet esthétique. Une fois que ce projet esthétique est réalisé, on a effectivement ces lignes qui nous permettent de déterminer le projet par rapport à l'élément de base. Alors là, c'est le projet le plus simple qu'on peut avoir. On voit qu'on n'a pas tellement de malposition, qu'il va y avoir une technique de taille assez simple, qu'on n'a pas de problématique d'équilibrage ou très peu des gencives. Donc, on peut très rapidement arriver à un projet. Et donc, l'idée, hein, c'est donc soit faire du full, comme je vous l'ai montré avant, soit utiliser ces informations-là pour faire un cutback, c'est-à-dire déterminer ce qui est l'émail et qu'est-ce qui est la dentine. Et déjà là, on a déjà une avancée énorme en termes d'esthétique, surtout quand on intègre, voilà, par exemple, 3 dents à l'intérieur des éléments prothétiques. Alors ça nous permet de faire des stratifications, c'est-à-dire qu'on revient dans l'élément conventionnel, mais avec des valeurs différentes, avec un support différent et avec des poudres qui sont hautement esthétiques. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs projets, une validation. Je montre une fois et puis après, on aura un peu plus de détails dans d'autres cas. Donc, voilà, l'esthétique, le travail de l'état de surface qui reste donc et reste manuel. Vous voyez on n'est pas obligé de choisir entre le conventionnel et le numérique. On peut utiliser les deux à bon escient en fonction du cas et de la pertinence du résultat qu'on veut. Quand on a quelque chose qui n'est pas très complexe, eh ben, on peut aller vers des foules et effectivement, on optimise, économiquement, c'est aussi plus intéressant. Et quand on a besoin d'aller plus loin, ben, les outils qui ont été précités ben, nous aident pour pouvoir effectivement faire une intégration et coller un peu plus à la réalité clinique et esthétique surtout, jusqu'au travail de la microsurface. Ça ne peut être que des photos qui ont été faites, qui vont me donner donc ces informations-là, beaucoup plus que mon œil. Alors, comment ça fonctionne? Ben voilà, dans le laboratoire, d'ailleurs, c'est pas très loin, c'est juste derrière, voilà, c'est juste derrière, je suis en live dans le labo. Donc, voilà, c'est un endroit dans lequel je vais pouvoir faire des photos, je vais pouvoir prendre avec le spectromètre la couleur, en fait, et ça va me servir de faire une cartographie, c'est ce qu'on voit à côté, de la couleur. Ça peut être juste un maquillage qui va être fait. Donc, voilà le spectrophotomètre qui me donne des éléments de référence. C'est une photo ou une photo polarisée peut me donner aussi ces éléments-là. Là, on a en fait couplé dans cet outil, qui est aussi un outil français, Cobra, de la société Borer, qui couple la colorimétrie et la spectrophotométrie. Et donc, c'est relativement intéressant parce que ça me permet après de doser. Et donc, soit le cas est simple et c'est un maquillage de surface, soit c'est plus complexe et on va stratifier ou multistratifier. Voilà. Les spectrophotomètres sont intéressants parce qu'on analyse la teinte par rapport aux valeurs LAB, qui sont les valeurs qui sont aussi reconnues dans le teintier Vita 3D Master, c'est-à-dire la luminosité, qui est l'élément essentiel, A et B, qui sont les valeurs de jaune ou de rouge à l'intérieur de la teinte. Et ça, on peut l'analyser, le quantifier. Donc, ça marche aussi avec des spectro-colorimètres tels que le SpectraShade ou l'OptiShade, c'est plutôt OptiShade. Et donc, on a cette qualité. Moi, j'ai tendance à préférer les spectrophotomètres parce qu'ils rentrent à l'intérieur. C'est-à-dire que ça me donne aussi ce retour de la dentine à travers l'émail. Et c'est bien ce que je recherche de reproduire, c'est-à-dire la réflexion de la dentine
à travers un émail, et cette dose de gris, donc de luminosité, qui est plus ou moins importante en fonction de l'épaisseur de l'émail. Voilà, en tous les cas, sans s'apesantir là-dessus, parce que c'est aussi tout un cours, voilà les possibilités. Déjà, travail de surface, de choisir les maquillants ou alors stratification, grâce à une photo. La stratification, eh bien, elle s'opère en prenant notre image et en commençant à dessiner l'image, et après, avec le logiciel de son choix, de reproduire cette stratification et donc de créer déjà le cutback à travers le numérique. Et l'usinage, ou peut-être l'impression, va vous restituer, en fonction de la taille de diamètre de la fraise la plus fine, plus ou moins avec pertinence le résultat. Voilà. Et après, le travail a déjà été énormément fait, parce qu'on peut placer une seule couche d'émail par-dessus, on aura un résultat probant. Puis, le transfert de lumière est aussi important. C'est-à-dire que quand on prend une photo, il faut qu'on soit aussi par rapport à la lumière, en exactitude avec ce qu'on va voir en bouche et comment la lumière pénètre en bouche. Voilà, il faut être très vigilant là-dessus. Il faut vraiment que la photo simule ça. Sans ça, on a une vision, regardez, si je change l'éclairage, on a une vision complètement différente de la teinte. Et là, on a des risques d'erreur, en fait. Le smartphone, oui, parfait. Là aussi, il faut savoir l'utiliser, mode portrait. Enfin, il y a quand même un protocole parce que on peut vite créer des erreurs, hein. Et après, en finale, je reviens sur le choix de la colle, et aussi dans beaucoup de ces matériaux-là, surtout sur des facettes, l'hydratation de la préparation. Quand vous essayez ces facettes notamment, hydrater la préparation parce qu'elle va correspondre vraiment à le procédé futur de collage que vous allez faire. Si ce n'est pas le cas, vous allez avoir des teintes qui ne sont pas celles que vous allez avoir en finale, donc des risques. Voilà. J'essaie de ne pas faire de hors-sujet, mais bon, je suis vite emmené dans mes réflexions. Et puis, malgré tout, l'esthétique, c'est aussi une compréhension de ces différentes épaisseurs. Dans le cas de cam, le numérique sert effectivement à faire des plaques en apposition laser, comme c'est le cas là, en métal. On peut le faire aussi en polyéther éther-kétone, en PIC, ou en PAIC, en polyéther kétone. L'intérêt global de ça, c'est que dans les logiciels maintenant, c'est ce qu'on voit en haut sur la droite, on peut positionner les dents. C'est-à-dire qu'on peut déjà créer une plaque en fonction de l'équilibration, du positionnement esthétique et l'équilibration qui a été fait numériquement. Voilà. Et ça, c'est quand même intéressant. Alors, en allant encore plus loin, utilisation donc en complète, où vraiment on n'a plus de repères et que la face est l'élément essentiel pour avoir notamment notre ligne bipupillaire et puis être le plus parallèle par rapport à cette ligne bipupillaire. C'est l'intérêt justement de ces Smile Designers 2D ou 3D. On va voir un peu l'utilisation, mais voilà, là, ça me permet de placer les plans aussi, le plan de Camper. Enfin, voilà, c'est beaucoup d'informations qui sont captées à l'intérieur. Et puis, bon, le travail de complète, c'est à l'heure actuelle, utilisation d'une imprimante et d'un usinage, et donc de création de la gencive avec un matériau, et puis la création des dents avec un autre matériau. Et on peut aussi travailler la gencive et la simuler au plus près. Et puis après, encore retravailler par-dessus avec des flots de résine dessus pour donner encore plus d'esthétique. Voilà, la main arrive en bout de terme, en fait, mais elle a toujours son intérêt parce que c'est elle qui va vraiment amener de la valeur ajoutée au travail et surtout de l'esthétique. Donc ça, c'est le process de complète. Je m'y attarde pas trop parce que le temps, malgré tout, est limité. Mais voilà, on a donc une base, et dans le cas là, des positionnements de dents, ça peut être des dents sur un bridge complet qui a été imprimé, mais aussi usiné. Là, c'est l'usinage. En usinage, on a une précision qui est redoutable en termes même de sustentation. Par contre, voilà, c'est très long, c'est relativement coûteux. Des procédés d'usinage tels qu'Ivoclar permettent d'avoir aussi les dents et la gencive en une fois, à partir du moment où on rentre dans le cahier des charges en termes d'arcade. Donc voilà, il y a beaucoup de procédés. Pour moi, à l'heure actuelle,
la phase de gencive, ça sera l'impression. Je pense que ça sera le véritable élément parce qu'on en a beaucoup plus de rapidité. Économiquement, c'est aussi beaucoup plus viable que l'usinage. Et puis, si on veut rester sur du premium, en fait, eh ben, on va positionner des dents par-dessus. Soit on en imprime, et là, on a une activité économique, en tous les cas, intéressante, c'est-à-dire qu'on va pouvoir un prix de vente bas, ou au contraire, on va avoir des dents qui sont préfabriquées et dans lesquelles on va positionner donc ces dents et on va avoir un rendu. Voilà, une fois que le rendu est fait, que l'état de surface a été aussi travaillé, état de surface de gencive et de dents, eh ben, on a aussi là aussi une possibilité de faire de la prothèse avec un niveau un peu plus premium, voire même encore faire des caractérisations si on veut avec des émails de VL Flow. Voilà, il n'y a pas de limite en fait. C'est-à-dire que plus on donne à la machine en amont des capacités de faire le travail, plus on a de temps après à consacrer sur l'esthétique. Et donc, on peut l'améliorer. Soit on ne fait pas cette esthétique et on arrive à avoir un coup bas, soit au contraire, ben, ça nous permet de travailler sur l'esthétique. Alors, encore un autre cas où là, on va simuler pour essayer de motiver la patiente et aussi de voir la faisabilité et de voir si notre projet tient la route. C'est-à-dire, on va aller jusqu'au mock-up et on va voir si effectivement on a une intégration. Donc, les deux photos minimales qu'il faut, avec écarteur, sans écarteur, le projet de design qui est fabriqué. Donc, vous voyez, c'est des fils. Les fils sont la forme, le skin de la future prothèse, en fait. Et là, on se rend compte que la problématique est surtout sur les festons gingivaux et qu'on va réussir un projet esthétique à partir du moment où on va pouvoir enlever de la gencive. Et puis, le but aussi est de fermer ce diastème. Est-ce que c'est efficace ou pas? Est-ce que c'est esthétique ou pas? Ben, le mock-up va déjà nous aider. Donc voilà, là, c'est la fabrication sur donc, un Smile Designer 2D. Voilà le projet dans ce que j'appelle le meilleur des mondes, c'est-à-dire, bon, voilà, là, on a un esthétique qui est pas mal. Est-ce qu'on arrive à le reproduire? Et comment on y accède? Ben là, on passe dans le 3D, en fait, donc caméra intrabuccale, et puis on va intégrer cette photo 2D à travers le logiciel, en fait, et ça va nous permettre, donc là, c'est sur un logiciel InLab qui permet de plier en 3D, en fait, une image 2D. Donc, c'est une solution très efficace, très rapide et avec très peu de coûts, en fait, parce que ça peut être aussi une image de smartphone. Du coup, à partir du moment où vous n'avez pas de déformation. Quand je m'avance là sur la caméra, j'ai une déformation. Donc, les appareils photo évitent cette déformation-là. Ce n'est pas le cas des caméras ou des smartphones. C'est l'élément de réflexion qu'il faut avoir quand on utilise un smartphone. Là, on voit en fait les découpes. On a l'empreinte intrabuccale qui est derrière, en fait. Et donc, je vais créer sur le modèle numérique les festons. Voilà. Là, l'idée, c'est de dire on va faire des facettes, mock-up en fait, et ça va comprimer un tout petit peu la gencive. Donc, on va voir un peu l'aspect, donc sans aucune retouche. On va pouvoir avoir déjà un aspect presque final en bouche. Et pour ça, ben voilà, c'est faire ces petites concavités pour pouvoir avoir un peu de pression sur la gencive. Là, c'est le projet initial que le logiciel nous donne, l'IA. On en parle énormément, on peut en reparler après aussi, mais l'IA est très pertinente ou va devenir de plus en plus pertinente. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. L'IA a encore ses faiblesses et on va corriger l'IA par rapport au projet 2D. Donc, on va rentrer dans ces lignes blanches, en fait, et faire coïncider le projet. Et puis, bien entendu, des outils de calibration. Moi, c'est des outils que j'utilise énormément. Ces grilles, ça me permet, à partir du moment où je suis dans le bon positionnement, d'avoir vraiment mes rapports de proportion et de m'y coller au maximum. Voilà. Là, bah, c'est le projet prothétique. Donc, pour le finaliser en mock-up, on vérifie bien entendu l'occlusion statique, dynamique s'il le faut aussi. Donc, tout ça, c'est interprétable avec les articulateurs virtuels. On peut
positionner virtuellement aussi notre articulateur avec une vue de profil, en fait. Il suffit de synchroniser l'image 3D avec l'image 2D, en fait. Et à partir de là, bah, vous avez votre plan de Quimper, le plan de Francfort, et puis la ligne de Rickers, qui est pour moi aussi importante dès qu'on va commencer à travailler dans l'esthétique. C'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas oublier parce que ça nous permettra de positionner et d'anguler en fait nos dents dans un axe cohérent. Voilà. Une fois que c'est fait, la chose la plus simple, c'est de créer une gouttière. Cette gouttière va être remplie de résine et puis ça nous servira au mock-up ou même un provisoire. Parce que, bien entendu, la taille peut être faite en intermédiaire et puis ça peut être un provisoire. Ou alors, donc ça c'est la gouttière en STL, ou alors de l'usinage ou de l'impression. Maintenant, ça serait plutôt de l'impression. Donc là, l'erreur qui a été faite, c'était d'usiner de façon unitaire chaque facette. Donc ça rend très complexe le positionnement de ce mock-up en tous les cas. Donc plutôt le faire deux par deux, ça simplifie, hein. Ça, c'est quelque chose que maintenant j'ai compris et qu'on réalise maintenant, hein, les deux centrales et puis après canine et latérale. Bon, après, on passe à l'essayage en bouche et c'est là que tout se déclare parce que c'est là qu'on voit le projet tel qu'il est là, si les dents sont cohérentes et surtout ce qu'on peut corriger. Et c'est ce qu'il faut voir. Là, pour moi, les canines sont trop présentes et les centrales sont trop masculines. Et bien, ça se corrige déjà en bouche. Après, on regarde aussi la patiente et comment elle reçoit cette information-là. Et puis, c'est sûr que ça motive après pour réaliser. Et ça nous donne aussi beaucoup d'informations sur la faisabilité. Donc, le mock-up, ce n'est pas indispensable tout le temps, mais c'est quand même très intéressant d'aller jusque-là pour vraiment sécuriser notre travail et sécuriser aussi la patiente. Voilà. Le mock-up, donc, c'est un modèle qui est fourni en STL. Je suis à peu près bien dans mon timing pour l'instant. Donc, on va voir encore quelques petites séries de cas, deux séries de cas assez particuliers, surtout le dernier. Et à partir de là, on verra un peu les projections futures et surtout l'interaction à travers le cloud notamment. Donc là, un autre cas. Là, l'esthétique, c'est déjà, on voit au niveau de la luminosité de la centrale de la 21, qui est déjà apparente sur la photo noir et blanc, qui le demeure sur la photo couleur, en fait. Donc, le projet esthétique, à partir donc d'une photo avec écarteur, on voit sur l'empreinte numérique cette avancée donc, dans la réflexion qu'on a eue, c'est-à-dire on va donc préparer la 21 et puis créer des facettes sur les deux latérales. Donc, pour ce faire, l'élément essentiel dans la réflexion, c'est de toujours dire on privilégie la centrale, en fait, et on ne va pas réaliser centrale et latérale dans le design, en tous les cas 3D, en même temps. Donc là, c'est le projet. Je vais revenir dessus après. Et ça, c'est le projet dans le meilleur des mondes qui a été fait à travers l'outil 2D. Voilà, on a les positionnements, l'équilibration. On voit qu'il y avait très peu de corrections à effectuer. Voilà nos fameuses lignes. On voit qu'au niveau des gencives, là aussi, on est super bien placé. Ça ne sera pas le cas pour le prochain cas. Mais là, on est aussi en facteur très favorable. Par contre, et voilà, c'était cette avancée de cette latérale qu'on va compenser. Donc, le projet, il est là. Vous voyez que les latérales n'interviennent pas. Et on le comprend ici un tout petit peu. Le projet esthétique, c'est ce qui est en jaune. Et vous voyez qu'en distal, ça marche et ça monte sur la partie mésiale de la 22. Et donc, si j'avais fait un projet, bah, ça serait impossible en fait de réaliser la facette telle qu'elle est là. C'est pour ça qu'il faut segmenter d'abord les centrales et après les latérales, surtout dans un cas comme celui-là. Voilà, la centrale, la symétrisation de la centrale. Voilà, j'avance un tout petit peu. Et voilà, le projet du modèle, donc, en waxing. La photo de la couleur, donc, qui est prise avec un smartphone. C'est
pour vous montrer qu'on a malgré tout, avec un smartphone, des informations qui peuvent se révéler suffisantes si le cas n'est pas trop complexe. Là, effectivement, on a un dégradé du spectromètre, du spectrophotomètre en 3 teintes assez lumineuses, assez claires et très cohérentes entre l'émail, les couches d'émail et de dentine. Donc, pas tellement de difficultés. La luminosité qui est contrôlée aussi avec les valeurs LAB. Et puis, la stratification, parce que je veux quand même rajouter des couches d'émail à l'intérieur de ça, eh ben, elle est faite avec cette découpe que j'effectue en virtuel sur la photo et qui est reproduite après en 3D et qui me permet après donc, de poser ce cutback sur un moignon, sur un modèle avec un moignon qui a la teinte du moignon définitif. Là aussi, sur cette cas-là, pas mal de chance. On était aussi dans la bonne teinte. Et vous voyez qu'on va pouvoir, après, cartographier les éléments que je vais rajouter pour individualiser cette teinte. Donc, voilà, des éléments. Et puis, par couches successives, eh ben, on stratifie par-dessus, on contrôle, on a toujours des possibilités avec l'aspect photographique de contrôler les valeurs LAB, de voir si on est juste ou on peut corriger à ce moment-là. Donc, ça nous donne vraiment une sécurité dans le travail et on n'arrive pas en finale à dire, bah voilà, c'est pas du tout la teinte en fait, on s'est trompé dans la teinte. Là, les corrections, si elles sont vraiment infimes. Et donc, ça veut dire que la stratification a été raisonnée. Le travail des lignes de lumière, de transition, l'état de surface et les lignes de transition. Voilà, tout ça, c'est assez connu. Et puis, on arrive à ce résultat-là et un contrôle par la photo aussi de notre réalisation pour intégration en bouche. Le projet final, ça nous donne ça, la couronne qui a été rentrée. On ne le voit pas là, hein, mais les épaisseurs de préparation a été à minima, en fait. Donc, on a une couronne qui est aux alentours de 0,7 mm sur la face vestibulaire. Hein. Donc, la difficulté, c'était de reproduire cette teinte avec très peu d'épaisseur, en fait, et en rajoutant en plus de la stratification. Et puis, voilà les facettes sur le côté. On le voit un petit peu plus en couleur, des facettes sur le côté, et puis un travail d'état de surface. Voilà. Tout ça, c'est tous les éléments qu'on a eus auparavant qui m'ont permis d'arriver au résultat. Sans les éléments, je suis complètement aveugle et puis je me réussis, je me loupe. Mais malheureusement, le taux d'échec est pour moi trop important par rapport à la possibilité que j'ai avec des éléments numériques et ce protocole. Là, on va voir ce dernier cas qui est pour moi le cas le plus évident. C'est-à-dire qu'on a, si on trace des lignes, on voit la ligne qui est apparente à l'heure actuelle et puis la ligne grise qui correspond. Ah, j'étais un peu trop vite. Est-ce que je vais refaire marche arrière? La ligne grise qui correspond à l'élément qu'on veut optimiser. Alors là, c'est énorme. Ça part malheureusement. Donc, on va essayer, avec le projet esthétique, de s'en rapprocher. Vous voyez la ligne pupillaire, l'importance et après le parallélisme qu'on a. Donc, si on a une photo sans le visage, on n'a pas assez d'informations pour pouvoir placer et symétriser au maximum par rapport au visage. Même la forme du visage, hein, l'angulation du visage nous détermine la forme des dents aussi, pour des cas plus complexes dans lesquels on a de la prothèse à faire complète. Voilà, là, c'est le parcours pour pouvoir réaliser en 2D le projet, le travail des gencives aussi. Je suis presque bon, je vais avancer un tout petit peu. On voit la symétrie ou l'asymétrie du sourire. On le voit en bas, notamment la lèvre inférieure qui est asymétrique. On a le côté droit qui est beaucoup plus bas que le côté haut et ça crée un déséquilibre visuel. Enfin, voilà, le projet prothétique a été fait. Là, un provisoire, on voit qu'on est vraiment dans la vraie vie. Hein. C'est un cas où je n'ai pas fait de concession. Là, les tailles sont en préparation à minima. On a un implant qui va être posé avec un sealing socket abutement qui permet de pousser la gencive. Ça, c'est indispensable dans tout ce qui est antérieur. C'est d'avoir un repositionnement, un refestonnage de la gencive pour pouvoir symétriser après, justement, les festons gingivaux au mieux. Après, là, on avait donc un élément, certainement un moignon en zircone. Enfin, voilà, un cas pas forcément favorable pour avoir un résultat. On a du métal, une T-base, voilà, tout y passe. Hein. Et donc, le 4CAM nous aide. Le projet est donc au départ réalisé avec le logiciel.
on positionne le Smile Designer qui permet de symétriser, on corrige l'IA et la proposition de l'IA pour parfaire et aller dans le projet 2D, en fait. Et puis, après, on a la possibilité d'avoir le plan de campagne. Enfin, voilà, on a tous les éléments qui nous servent avec donc l'articulateur qui est sous-jacent en arrière. Voilà. Donc là, c'est pour moi, à partir de là, que je vais pouvoir vraiment donner un projet esthétique viable. Là, c'est la correction donc, entre le projet IA et la vision définitive. En finale, voilà ce qu'on a eu avec 4 dents. Donc, vous avez vu que c'était les canines, en fait, sur la 13, en fait. La 12 qu'on a fait, c'était une 13. Il n'y a pas eu de volonté de rajouter de la gencive. Ça a été, par contre, proposé au patient. C'était le gros intérêt, c'est-à-dire qu'on a pu lui montrer. Et puis, à partir de là, il a connaissance de cause de tout ce qui va rester défavorable, en fait. Et puis, bon, après, le travail de la teinte, le contrôle de la teinte, la transmission, ça, c'est la vraie vie. Hein. Donc, on en pourrait avoir encore mieux. Par contre, voilà, sur 4 dents, on est sur l'équilibration par rapport, vous voyez, à la ligne qu'on avait optimale. On est légèrement décalé, mais plus du tout de la même façon par rapport au côté initial. Donc, avec très peu de choses, on a réussi malgré tout à rendre et restituer un sourire. Et ça, on n'aurait pas pu le faire si on n'avait pas fait tout ce protocole de départ et de réflexion du projet, en fait. Et ça a permis de communiquer et de savoir comment on avançait. On va aborder la dernière partie qui est la communication 2.0. Donc, c'est l'intégration non plus de photos, mais donc de face scan. Donc, voilà ma bobine notamment, avec un face scan que j'ai et qu'on utilise à bon escient, en fait. Et je le redis, ces face scans, le principal, c'est que vous ayez une bonne dimension. On a besoin donc de se positionner près des oreilles, en fait. C'est pour ça que vous voyez que les oreilles doivent être visibles, pour avoir une synchronisation avec le cone beam au plus proche de la réalité. Pour l'instant, l'IA ne le fait pas, mais bien entendu, dans un univers futur, on aura peut-être cette possibilité. Et puis après, intégration, et on resynchronise aussi manuellement l'empreinte numérique pour pouvoir une réalisation. Là, donc, c'est le logiciel Exocad qui nous permet donc, justement, par cette interaction de format, de pouvoir intégrer donc ces éléments-là. Et c'est effectivement du PLY qui est aussi utilisé pour le face scan. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, on rajoute la dynamique. Donc la société Mojo est très performante là-dessus. C'est le leader, je pense, mondial, parce que les autres, je les trouve très intéressants aussi. Mais la pertinence technique du rendu est, à mon avis, très intéressante avec Mojo. En tous les cas, l'articulateur virtuel nous sert en départ clinique à voir si le cas est favorable ou défavorable. Et globalement, on est à 20% de l'ensemble des cas qui sont défavorables, dans lesquels il y a vraiment un énorme problème et qu'il va falloir vraiment résoudre avant de vouloir faire quelque chose de prothétique. Et puis autrement, ça nous permet d'intégrer ces mouvements. Là aussi, il faut que les mouvements soient bien faits. Donc, malgré tout, c'est opérateur dépendant. Et ces mouvements-là vont être intégrés pour simuler, avec un arc presque complètement adaptable, en fait, les mouvements, et on va les utiliser plus ou moins la même chose. Ce fichier-là est intégrable dans les logiciels, tels qu'Exocad aussi, et ça nous permet donc d'avoir à la fois l'esthétique et la dynamique. Là, vous voyez le face scan plus la dynamique mandibulaire. Après, on a une nouvelle possibilité, c'est-à-dire, et c'est ce que j'utilise maintenant, c'est-à-dire de créer le projet 2D, mais en 3D en même temps. Ça, notamment, c'est le logiciel, encore les dernières versions du logiciel Exocad qui nous le permet, c'est-à-dire qu'on va créer le projet esthétique 2D, mais en même temps, on est sûr, et donc le logiciel travaille en simultané, en même temps, on est donc sur l'interprétation 3D, et on va pouvoir vraiment élaborer
le mock-up et aussi avoir, ça c'est le listing qu'on a en PDF en finale en fait, et qui nous permet donc de voir avant, après, et d'analyser le cas, de voir où il y a des préparations à faire, de voir où est-ce qu'il va y avoir ou pas de la gingivectomie, ou au contraire ajout de gencives. Enfin, voilà, tout l'aspect clinique, bien entendu, peut être abordé par rapport au projet esthétique. Et ça, et ben voilà les informations que nous donne le logiciel en travaillant à la fois en 2D et 3D. Donc, pour moi, c'est vraiment une vraie finalité. Ça permet d'avancer et de scinder les deux éléments. C'est un peu plus complexe à designer, en fait. Ça prend beaucoup plus de temps parce qu'en fait, on fait les deux phases en même temps. Par contre, en résultat clinique, on arrive tout de suite après sur l'impression d'un projet de mock-up très rapidement, quoi. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ces Smile Designers nous permettent aussi de déterminer une future couleur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi apprécier vers quelle couleur on va pouvoir aller. Et bien entendu, là aussi, c'est un petit jeu d'exercice. Ça ne se laisse pas vraiment faire. Les logiciels ne sont pas encore complètement à jour là-dessus. Mais en sachant jouer sur à la fois la balance de blanc et le calibrage, on arrive à trouver quelque chose juste par indicateur. Pour nous, c'est, alors là justement, c'est des yeux simulés, mais en tous les cas, c'est le blanc des yeux qui va être déterminant pour rendre une teinte flashy ou au contraire terne. Hein, c'est toujours ce rapport-là qui nous permet de réaliser le travail. Dans les autres choses, c'est la communication entre le cabinet et le laboratoire. On a tous maintenant des possibilités d'être en live. L'application Zoom, là, moi, je l'utilise au quotidien pour ces échanges, notamment. Là, on fait un webinar, mais elle sert aussi à ça, pour de l'information, pour de la formation, pour de l'échange. Et il n'y a rien de plus difficile qui est une communication du praticien à l'assistante et de l'assistante vers le prothésiste. Et dans l'autre sens, pour communiquer. Il y a un transfert d'informations avec une perte qui est énorme, en fait, et il faut se donner du temps pour aller plus loin, en fait, dans l'esthétique. S'il n'y a pas de communication, ben, vous n'aurez pas du tout de protocole esthétique, en fait, parce que c'est dans cette communication que le choix se fait et la faisabilité du choix par rapport à quels matériaux. C'est pour ça que on ne choisit pas non plus les matériaux. Ils sont édictés par rapport à ce que l'on veut comme résultat. Voilà. Après, des sites Internet qui sont intéressants parce qu'on va pouvoir communiquer à l'intérieur, on va pouvoir aussi envoyer les fichiers à travers un site Internet, demander donc un service de design avec un retour du design pour pouvoir, par exemple, à demeure imprimer ou imprimer le provisoire, hein, c'est déjà des capacités. Donc la communication, c'est prise d'empreinte, modélisation laboratoire et impression ou usinage au cabinet. Et là, je terminerai parce que pour moi, l'élément le plus essentiel de toute cette communication, c'est-à-dire l'aspect cloud et une communication qui rentre soit dans un cloud interne, comme je l'ai à l'intérieur du laboratoire, c'est-à-dire que tout va pouvoir être récupérable et envoyable à l'intérieur de ce cloud. Et ça permet comme une Dropbox, on va dire, d'alimenter des informations. Mais au-delà de ça, le cloud sert et va servir de pilotage de vos machines et de pilotage et de design aussi. Donc, les logiciels qu'on a pour l'instant intégrés à l'intérieur de nos ordinateurs et phagocytés à un endroit et qu'on doit mettre à jour, ils seront cloud dans un univers très proche, en fait. Et ils seront mis automatiquement à jour. Donc, en fait, vous n'aurez plus besoin d'avoir vos logiciels internes à partir du moment, et là, c'est très important, à partir du moment où la connexion avec donc, Internet et avec le cloud est rapide et très rapide. Et ça, c'est la grosse incertitude, c'est-à-dire la capacité d'avoir une transmission rapide pour pouvoir effectuer ces échanges. Et vous voyez qu'après, ben, tout se met en place, le processing, le design, la chirurgie, les data, toutes ces informations-là seront interagissantes en fait à travers d'un outil cloud
Alors, la société Densefly, mais d'autres aussi, vous le proposent déjà. C'est le départ, c'est le DS-Core pour Densefly, mais ce n'est que pour l'instant les balbutiements de l'univers futur qu'on va avoir de communication entre le cabinet et le laboratoire. Et là, j'étais déjà persuadé de la caméra trabucale, je suis persuadé de cette communication-là, et c'est déjà le 2.0, c'est ça, c'est une deuxième révolution qui s'opère, en fait, dans laquelle on l'a vécu dans d'autres univers, tels que écouter de la musique avec Spotify maintenant. Voilà, on a maintenant ces logiciels, ces traitements d'informations qui vont être cloud. Alors, ça pose énormément de problèmes. Je sais que vous êtes penché sur la question, sur l'éthique et sur justement la qualité des informations et surtout du cryptage des informations. Mais en tous les cas, voilà, c'est des choses qui vont être résolues et qui vont nous permettre d'aller un peu plus loin. Donc, je reviens sur le cahier des charges, simulation, aide préparatoire, travail esthétique, à travers un protocole et à travers tous ces outils numériques. J'ai été un peu rapide, un peu dans toutes ces choses-là. Ne pas perdre connaissance, parce qu'on peut se perdre avec toute la technologie, que les procédés et la finalité, la plus simple est toujours la meilleure. Là, un exemple de cette jeune fille, et on a été vers le plus simple, donc un bridge collé, et on a rendu un esthétique pour cette personne sans être rentré dans quelque chose de trop complexe. Voilà. Mais tous les outils nous ont aidés à faire ce choix et à valider cette esthétique. Voilà. Est-ce que j'ai encore une petite minute? À peine. À Petit- peine. Voilà, une petite minute juste pour vous montrer cet élément-là. Ça permet de résumer un tout petit peu la conférence. C'est-à-dire avoir des images, de la vidéo, pourquoi pas. On parle de l'esthétique, donc cette ligne bipupillaire, de comprendre les lèvres et de voir comment elles agissent, et la taille des lèvres, et puis l'ouverture pour comprendre l'esthétique. Les dents, bien entendu, ça, on a tous compris. Et après, créer ce jeu de construction à travers tous les outils disponibles qui vont tout ce qu'on a vu déjà auparavant, et certainement des nouveaux qui cesseront d'arriver. Tout ça, c'est pour essayer de coller au naturel, donc avoir vraiment une vision du naturel et notamment de ce qui est naturel pour la personne, de comprendre le sourire en statique mais en dynamique aussi, comment le sourire apparaît, quelle est l'équilibration dans ce sourire, travailler en émotion, c'est-à-dire notre sens de l'esthétique, notre vision expert, et puis de travailler sur une beauté. Là aussi, la beauté, c'est aussi ethniquement différent d'une phase à une autre, pour le comprendre. En fait, tout ça, c'est essayer de parler petit à petit le langage du sourire et d'essayer de comprendre jour après jour. Et c'est un puissant cesse, en fait, ce langage. Voilà, bah, je vous remercie pour votre attention. Je suis alors totalement ouvert à toute question, bien entendu, et j'espère avoir très brièvement, parce que pour moi c'est très brief, très rapide, toutes ces explications-là, mais de vous avoir un peu montré un univers et surtout un protocole qui permet un succès, en fait, un succès esthétique. Un grand merci, Eric, et bravo pour cette belle présentation. C'est vraiment une chance que tu viennes nous partager tout ça. Donc, on va essayer de faire remonter des questions. Je crois qu'il y a tout de suite Revers qui avait une question. Moi, si vous m'entendez, Jacques Marsat. Oui, bonjour. Euh, Il y avait quelqu'un qui avait levé la main. Mais vas-y, Jacques, si tu veux. voilà, Jacques Marsat. Moi, je tiens à féliciter Eric parce que franchement, une présentation, vraiment, là, j'ai vraiment kiffé. Et, moi, j'ai arrêté il y a 8 ans. Je suis à l'initiative des rencontres ARIA et j'ai arrêté il y a 8 ans. Donc, toute cette technologie, elle n'existait pas. Mais là, de vous voir ce soir, ça me donnerait presque envie d'y retourner, quoi. Mais non. Mais franchement, c'est beau. Par contre, au niveau temps, est-ce que ça vous permet de gagner du temps par rapport à la technologie que moi j'ai connue?
Est-ce que le temps de réalisation entre l'empreinte optique qui arrive au laboratoire, tout ce qu'il y a à gérer, et il faut combien de temps pour réaliser un badge de 3 dents, par exemple? Oui, bah, on gagne effectivement parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe si le projet, on perd du temps au départ en faisant effectivement toutes ces simulations-là. Par contre, on en gagne énormément en finale parce que on a codifié, on évite des allers-retours, hein. C'est-à-dire que globalement, le concept que j'ai mis, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'essayage, ni d'armature, ni de teinte, parce qu'on arrive au résultat directement. Alors après, voilà, ce n'est pas du 100%, hein, là, je ne pourrais pas le dire, mais par contre, plus, parce qu'en fait, des fois, on a des informations partielles où il y a quelque chose on n'a pas vu dans l'étude, mais par contre, on arrive à 85% en réel. Et après, tous les cas ne sont pas complexes, c'est-à-dire qu'ils ne nécessitent pas une stratification très complexe. Donc, en fait, à ce moment-là, les outils de fabrication machine ou imprimante nous donnent déjà des propositions intéressantes. Donc, pour moi, c'est au-delà du temps gagné, c'est une façon de travailler complètement différente. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas, je ne suis pas le prothésiste parce que j'ai vécu les deux univers, hein, voilà, ça fait 30 ans que je suis installé, et je ne suis pas un super prothésiste parce que j'arrive d'un cas complexe à faire quelque chose de bien, mais au contraire, on arrive pas à pas à le résultat parce qu'on a essayé d'éviter au maximum les embûches qu'on n'aurait pas vues peut-être grâce à tous ces outils. Voilà, c'est vraiment le seul message que je peux dire. Voilà. Et dimensionnellement, il n'y a pas de problème dans la transmission de l'empreinte optique? Alors, l'empreinte est optique et numérisée, en fait, hein. Donc, Ouais. la qualité de l'optique, bah, comme pour la photo, hein, est prédominante, en fait. Après, c'est la dose de calcul qu'il y a pour transformer cette empreinte optique en numérique. Et là, ça a vraiment évolué. Enfin, moi, j'ai commencé au début, hein. C'est-à-dire que les Ouais. premières empreintes, c'était un cliché, un autre cliché, et les deux images se mettaient ensemble. Voilà, hein, on était en RedCam, hein, donc Ouais. la société Sirona. Franchement, là, oui, il y avait des formations. Maintenant, et même sur des caméras qui ne sont pas forcément trop chères, on a une qualité une pertinence de résultats, parce qu'en fait, l'IA a évolué et elle permet d'enlever de façon bien étudiée tout ce qui n'est pas qui est un artefact, en fait. Voilà. Donc, oui, dimensionnellement, en fait, je dirais même presque par rapport aux premières caméras, je n'avais pas de défaut dimensionnel pour des unitaires, par exemple. Et maintenant, en fonction de la qualité, bah, on va aller bridge 3 éléments, bridge 6, et puis full arch, hein, bien entendu, hein. Un plantaire, notamment, là, c'est encore réservé quand même à des caméras qui sont voilà, haut de gamme. Voilà. Merci beaucoup et bravo. Bah, merci. C'est un plaisir d'avoir partagé avec vous. Eh ben, je ne sais pas s'il y a encore des connectés qui voulaient poser des questions. Et une question d'Athéna, pourriez-vous nous citer quelques éléments qui peuvent conduire votre protocole à l'échec? Ben, beaucoup, beaucoup de choses en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on utilise un outil, on n'a pas l'expertise, et ben, des fois c'est plus grave que de ne pas l'avoir utilisé. Ça marche notamment dans tous ces mouvements mandibulaires qu'on va enregistrer en fait. Si ils sont inexacts, ben, on travaille sur quelque chose d'inexact. La seule chose, c'est que maintenant, et je redis, l'intelligence artificielle permet de contrôler ça, nous permet de nous réglementer, en fait, et ça évite les embûches. En tous les cas, pour moi, on a un taux de réussite qui est beaucoup plus important que de ne pas l'utiliser. Voilà. Après, eh ben, chacun utilise l'outil qui lui correspond le mieux. Ça, pour une empreinte numérique, c'est aussi la caméra. On a plus de facilité avec une caméra à une autre. Donc, c'est aussi opérateur dépendant. Le zéro échec, non, il n'existe pas. Mais on s'en rapproche quand même. Je vous dis, on est à 80 à 90% de réussite en suivant un protocole, en fait. Voilà.
Je vais rebondir sur cette question-là, justement, par la question que j'avais sous le coude pour toi, Eric. Oui. C'était justement, on sent, et je pense que c'est des choses qui vont continuer à être présentes, qu'on va être assailli de nouveaux objets, de nouveaux matériaux, de nouveaux logiciels, et que finalement la complexité est de se dire à quel moment je considère l'objet en bêta-test et à Oui. quel moment est-ce que je l'intègre vraiment dans mon flux numérique. Ta lecture ou enfin, ta grille d'analyse à toi par rapport à ça, c'est comment tu fais? C'est une question de temps, une question de pourcentage d'échec. Quand est-ce que tu te dis je le garde sous le coude, je vais l'essayer, et quand est-ce que tu dis finalement je l'adopte et je change mon process de fabrication? Alors, pour moi, un système doit soit me faire gagner du temps, soit m'améliorer la qualité, soit les deux. Et là, c'est fantastique. Donc, tant que ça n'est pas, là, bah, je ne l'intègre pas. Si je vois qu'effectivement, un outil va me faire augmenter la qualité, ou même un matériau, enfin, ça marche pour tout, là, je veux bien passer du temps, plus qu'il n'en faut, parce qu'il y a quand même toujours une phase d'apprentissage, en fait. Et par contre, refuser cet apprentissage, c'est le refuser pour le cas là et pour les suivants, en fait. Moi, ce que j'ai compris, en me mettant très, très tôt, en fait, c'est qu'en fait, les logiciels étaient très simples, l'acquisition était très simple et qu'on comprenait l'ensemble et que plus on avance dans ces procédés 4CAM, plus la complexité arrive. Les impressions, c'est aussi une autre vision. L'addition est encore une autre vision qui nécessite des compréhensions dans la production, mais aussi dans la post-production, parce que ce que j'ai découvert, c'est que c'est la post-production qui va optimiser la qualité du travail ou pas, en fait, et pas forcément l'imprimante par elle-même, en fait. Donc voilà, c'est des tas de choses, en fait, il faut mettre les mains dedans, en fait. C'est comme un peu les logiciels quand il y a des mises à jour. Il y a une mise à jour qui arrive et puis on se dit merde, je ne comprends pas. Ah non, j'aimais mieux celui d'avant, quoi. Alors on a deux solutions. Soit on revient sur celui d'avant, donc on reste dans cette zone de confort, mais on n'avance pas. Soit on se fait un peu souffrance, en fait. Et une fois qu'on a s'est fait souffrance, on voit qu'effectivement, ça nous apporte quelque chose et qu'on peut délaisser ce qu'il y avait avant pour avancer vers quelque chose. Donc, c'est aussi très personnel, en fait. Ce qui est certain, c'est que les valeurs que j'ai dit au départ sont celles qui sont déterminantes. C'est est-ce que ça m'a fait gagner du temps et est-ce que j'ai une valeur ajoutée? Pour moi, dès que j'ai une valeur qualitative, j'y fonce. Voilà. Et si je perds du temps, c'est pas grave. Et parce que le temps, on va le rattraper après. Voilà. Hein. Mais ça peut, dans un outil de production, on peut aussi dire, moi, ce que je veux, c'est gagner du temps, en fait. Alors, la même qualité avec le même temps. Mais c'est ça les deux questions qu'il faut se poser. Merci beaucoup, Eric. Il y a une question dans le chat, c'est est-ce que tu as un mot à dire peut-être sur la qualité actuelle des liquides d'impression 3D, et notamment, je pense qu'il y a la question de la déformation derrière tridimensionnelle ça peut créer sur les modèles imprimés. Est-ce que tu Oui. as des bonnes recettes à nous partager? Alors, là, c'est complexe, hein, j'ai une expertise, je ne rentre pas dans la complexité de chaque liquide. Ce qui est certain, c'est que qu'est-ce qu'on veut faire, en fait, et à partir de là, quelle euh, précision je veux avoir et quel est le manque de déformation. Qu'est-ce que je ne veux pas avoir, en fait. Et malheureusement, plus on va vers des imprimantes haut de gamme, mais là aussi, il y a des imprimantes haut de gamme qui sont disproportionnées par rapport à une clinique, par exemple, voilà, une imprimante haut de gamme. Après, une imprimante haut de gamme vaut dans les 100 000, 200 000 euros. Hein, donc, on n'est plus dans des investissements qui nous correspondent. Et puis, après, il faut voir aussi si c'est de la production qu'on veut faire ou si c'est du qualitatif. En tous les cas, en termes de déformation, des procédés laser limitent la déformation par rapport aux procédés DPL. Hein. Je n'ai pas dit que ce n'était pas bien, hein, mais le flashage, c'est donc je vais y arriver, une lumière en fait qui va étendre sa forme et donc qui est comme un écran de cinéma. Donc plus on est large, plus la déformation peut arriver sur les bords en fait. Ça c'est pour le DPL. Alors bien entendu c'est compensé par une façon un miroir et tous ces éléments-là sont à prendre en compte. Donc en fait plus on avance dans la qualité et malheureusement plus ça coûte cher,
plus ces éléments-là ont été étudiés. Et autant, par exemple, pour les modèles, des modèles pour des couronnes unitaires, il n'y a aucun problème. Dès qu'on va attaquer des bridges conventionnels, on a des bons résultats maintenant avec des imprimantes qui sont aux alentours de 15 000 euros. Je ne parle pas d'imprimantes à 300 ou 400 euros. Je n'ai pas dit qu'elles n'étaient pas bien, mais j'ai dit que ça nécessite beaucoup d'efforts en fait, pour les maîtriser et beaucoup d'essais ratés. Hein. Moi, je n'ai pas forcément le temps non plus de faire complètement du bêta-test. Ce n'est pas mon idée, notamment si juste à côté, j'ai quelque chose qui est déjà bien bâti et qui me permet de faire gagner du temps. Donc là aussi, c'est la balance. Donc, soyez vigilants. Et après, la qualité des liquides, c'est effectivement la pertinence et puis aussi où on met cette imprimante, comment on l'utilise. Est-ce qu'on nettoie ces vitres systématiquement ou pas? Est-ce que les liquides sont brassés ou pas? Parce que des fois, les cartouches, le brassage, il se fait moins aussi. Et puis, la qualité du liquide, là, on a vu ces dernières années, depuis le dernier IDS, des liquides biocompatibles et ils sont à la fois biocompatibles et qui ont des modules d'élasticité en rapport avec ce qu'on veut aussi. Hein, c'est-à-dire qu'on avait des résines, par exemple, pour les gencives, qui étaient ultra cassantes. Elles avaient peut-être une couleur cohérente, mais ça ne répondait pas du tout au cahier des charges d'une prothèse complète, amovible. Donc ça a évolué. Et des fabricants comme Formlab, Springtray ou autres nous donnent ces réponses-là maintenant. Hein. Donc, je pense que c'est vers ça qu'il faut réfléchir. Et puis, prendre pas cher, c'est toujours, pour moi, payer cher le temps qu'on passe pour essayer de rattraper ce qui n'a pas été étudié. Voilà, parce qu'il faut rester modeste. On ne peut pas non plus être expert à l'intérieur de chaque machine ou de chaque liquide. Merci Eric. Je crois qu'on a une dernière question peut-être de Jacques. Le micro est coupé par contre. Excusez-moi. Dans la présentation, on a vu 2 ou 3 principes d'enregistrement de l'occlusion. Est-ce que vous rencontrez des problèmes? Est-ce que lors de la pose, il y a des retouches au niveau de l'occlusion? Ça dépend quel travail on effectue, en fait. Donc, l'outil par lui-même, il est relativement pertinent. Alors après, ceux que j'ai montrés ont une pertinence, en fait. Donc, après, associé à un usinage réalisé avec des fraises notamment adéquates et tout, on a un retour statique et dynamique qui correspond au projet du design, en fait, à l'intérieur du logiciel. En fait, c'est ça la difficulté. Là aussi, c'est la maîtrise de la chaîne, en fait. La maîtrise de la chaîne fait la précision. Oui, on y arrive. Oui, tout le temps, non. Donc, il faut aussi être vigilant parce que voilà, il y a des paramètres, même en faisant énormément, il y a des paramètres qui interfèrent d'un cas à un autre. Notamment, je parlais de fraisage ou de grattage. La taille des fraises n'est pas la même. Donc, en fait, la précision qu'on a implémentée à l'intérieur de notre équilibration du logiciel n'est pas toujours reproduite complètement. L'impression, notamment, peut poser un vrai problème. Parce qu'on se rend compte qu'effectivement, au niveau des impressions des dents, on n'a quand même pas la même pertinence que dans l'usinage. Donc, c'est pour ça que je disais, pour l'impression, la gencive, oui, pour la réalisation des dents pour les complets et l'équilibration, j'ai tendance à dire de l'usinage, même si ça me fait perdre du temps, quoi. Voilà. Merci. Encore bravo. Voilà. Merci. Merci encore Eric. On a encore un message. Je voulais savoir si on peut trouver l'enregistrement de ce webinaire. Je crois que donc il était enregistré et qu'on pourra le retrouver sur le site de l'ARIA. Et oui, je crois que ça permettra de le voir en replay. Mais dans le chat, tu n'avais, Eric, que des messages et des compliments pour cette belle présentation. Je crois que s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir clôturer ce webinaire. On va pouvoir tous, encore une fois, Eric, te remercier pour cette participation, ce partage. Et puis surtout, c'est ce qui m'avait plu quand on s'était vu l'année dernière au mois de mai. C'est toujours dans la philosophie dentiste-prothésiste qui est quand même dans notre ADN de l'ARIA. Donc, sans toi, sans vous, les prothésistes, on n'est rien. Donc, vice il faut versa, continuer en à plus. avoir des moments et avoir des protocoles comme ceux que tu proposais où
où finalement on entretient cet ADN commun entre nous deux. Donc, merci profondément, Eric. Merci beaucoup. Bravo. Merci à vous et j'espère à très bientôt.